Bonjour tout le monde. Pour changer un peu de la CLK 500, on va plutôt s'intéresser aujourd'hui à une production d'outre-Manche. À 3400€ annoncés, voici une S-Type dans la seule version susceptible de m'intéresser, celle munie d'un V8 sous assistance respiratoire. L'annonce justifie son bas prix par une boîte automatique mal en point, plus quelques détails à régler. Durant l'appel téléphonique qui suit, je me rends compte que je connais finalement le vendeur via un forum bien connu. Le courant passe plutôt bien et j'arrive à tirer encore un peu le prix vers le bas. 3000€. Un beau compte rond. Si dans un premier temps il est question que je me déplace jusqu'à Strasbourg pour venir la chercher, le vendeur, Corentin, insiste pour venir me l'amener en personne puisque de son côté la place manque. Si j'émets quelques doutes sur la capacité de la voiture à tenir sur cette distance relativement longue, le vendeur parvient à me faire mentir puisqu'il ne rencontre absolument aucun problème sur le trajet. Me voilà donc après signature des papiers à le rapatrier à la gare la plus proche, en ML. Ma confiance dans notre anglaise restant quand même limitée. Bon, Corentin, toi qui étais propriétaire de cette fameuse S-Type, est-ce que tu peux nous faire le récapitulatif de tout ce qui ne va pas dessus, en omettant rien cette fois? Voilà, il y a du taf. La boîte de vitesse est pour moi morte. Il y a un voyant moteur et un voyant airbag qui sont allumés, mais personne ne sait pourquoi puisque les valises OBD n'arrivent pas à se connecter à la voiture. Donc potentiellement l'OBD il est dans les choux. Potentiellement ouais. La batterie est archi morte. Les freins arrière sont à changer. Là on a vu quand je suis arrivé que je suis sur la ferraille et bien genre j'ai attaqué le rebord du disque. Ouais. Il y a plus de régulateur de vitesse, je me souviens mieux. Oui, exact, le régulateur de vitesse aussi. Le ciel de toit. Le ciel de toit. Mais bon, c'est une Jaguar, donc forcément, le Jaguar avec un ciel de toit en état, c'est... Ouais. Bah, la J40 il est en bon état parce qu'il a été refait. La preuve, il y a des traces de colle partout. D'accord. Bon, ce qui fait que le truc super sympa de ta part, c'est que tu as bien voulu faire le trajet de Strasbourg jusqu'à ici, ce qui fait combien 400 bornes 450 bornes 450 bornes ce matin, après moult déboires pour réussir à organiser ce trajet. C'était compliqué entre les gastro-fulgurantes, les chiasses, les grippes et tout ça. Ouais, tu t'es fait lâcher un certain nombre de fois. J'ai même cru à un moment donné que tu voulais vraiment pas venir. Ah non, ça m'aurait arrangé de pas faire la route entière, mais bon, ça me dérange pas non plus, ça fait un dernier trajet avec cette bagnole qui va franchement me manquer quand même. Ouais. Petit pansement au cœur là, l'idée de plus jamais la voir celle-ci. Ouais, bah tu la verras encore régulièrement. Donc ça, c'est oui, puis je sais qu'elle est entre de bonnes mains, donc j'espère, faut juste que j'arrive à parvenir jusqu'au bout sans avoir envie de la cramer. Oui, parce que je pense que ça peut être intéressant. Du coup, les personnes qui suivent le groupe Facebook ont déjà entendu parler de toi puisque tu as je me suis présenté l'achat. Voilà. Tu t'es marié avec ta RS6 qui a 407 500 maintenant. Voilà. Pour une voiture qui est dont la transmission a une réputation sulfureuse comme toutes les autres de l'époque. Bah écoute, on est bientôt arrivé à la gare. C'était cool quand même de cette petite aparté pour échanger autour de cet achat puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire dans la voiture, c'est un peu dommage. Malheureusement. Et maintenant la suite des aventures, j'ai la lourde responsabilité de posséder ton ex-voiture. Ouais. Et le devoir de la faire fonctionner convenablement de nouveau. Mais toi tu paries sur un casse-tête, moi je dis que c'est soit un casse-tête sans nom, soit ça va bien aller. Il n'y aura pas d'entre-deux en tout cas. C'est possible. On verra. Donc, pour moi c'était un casse-tête en tout cas. À la prochaine, peut-être qu'on te reverra sur une autre vidéo. Tu t'achètes que des nouilles dans ce genre, c'est-à-dire le même genre de nouilles que j'aime bien. Cette nouille-là est fortement inspirée d'un ancêtre portant le même nom au début des années 60. On reconnaît les traits caractéristiques, mais comme souvent, le néo-design est un exercice périlleux et certains angles de cette Jaguar sont plutôt disgracieux. À mon sens, particulièrement lorsqu'on se place à l'avant, dans un coin et qu'on commence à suivre les lignes du capot. Il se passe quelque chose de malsain au niveau de ces optiques. Mais si on pense bien éviter cet angle-là, on peut même la trouver plutôt réussie, je trouve. Enfin, là je rentre directement dans le détail alors que je vous ai même pas parlé des caractéristiques générales de la nouvelle venue. Reprenons dans le bon ordre. De 2002, c'est une des premières S-Type R produites. Elle propose un cocktail plutôt détonnant sur le papier. Un V8 4 litres 2 assisté d'un compresseur, portant sa puissance à près de 400 chevaux, 396 pour être précis, et un couple de 560 Nm. Bon, ça n'en fait pas un missile sol-sol étant donné qu'elle accuse plus de 1800 kg sur la balance, soit plus lourd qu'une M5 E39. Niveau transmission, on n'avait pas le choix à l'époque et ces 6 rapports sont engagés par une boîte automatique à convertisseur. Il faut probablement éviter de la prendre pour ce qu'elle n'est pas, une sportive.
Là, on a affaire à une grosse berline, performante, mais avant tout conçue pour délivrer un agrément hors du commun. Notre exemplaire cumule un peu plus de 210 000 km, a été importé de Belgique il y a quelques années et se trouve dans un état de présentation relativement bon. Extérieurement, les pare-chocs sont les seuls éléments qui ont absolument besoin d'une peinture neuve. L'intérieur, lui, est très présentable, en mille ciels de toit décollé. J'ai découvert à l'époque cette voiture au travers d'un reportage présenté dans un magazine auto qui traitait d'une compétition de glisse. Et l'une de ces S-Type était présentée en pleine dérive, vue de face, roue braquée en butée avec une copieuse dose de fumée entraînée. On peut dire que ça m'avait marqué au point que j'ai gardé un petit faible pour cette version. Celle-ci présente en plus la combinaison de couleurs que je préfère, même si manifestement mes vieilles captures réalisées sous GT4 prouvent que le blanc ne m'aurait pas déplu pour autant. Quelques légères modifications ont été apportées à la voiture. Le plus évident, ce sont les silencieux, qui y ont fait place nette. Là, contrairement à la CLK, c'est non seulement supportable, mais plutôt joli. On se rend aussi compte qu'il y a un paquet d'huile qui passe dans l'échappement. On va espérer que ce soit dû à la flotte choisie en guise d'huile et au fait que la vidange remonte déjà à un certain temps. Ça plutôt que les joints de queue de soupape ou pire, la segmentation. S'il vous plaît. À l'avant, comme entendu lors de l'introduction, on se rend nettement compte que l'admission et donc le compresseur ont été libérés, en termes de sonorité en tout cas. Je vous propose maintenant de m'accompagner sur un morceau de mon trajet de rapatriement qui me permet de découvrir la voiture. Eh bien, c'est notre premier trajet dans cette S-Type R. Que notre ami Corentin nous a apporté. C'est l'occasion de découvrir la voiture. Alors le gros problème de la voiture, comme on l'a dit dans le petit bout de vidéo tout à l'heure, c'est la boîte. Particulièrement la seconde, le passage est très chaotique. À part ça, en tout cas à la conduite, les trains roulants, il y a du jeu, beaucoup de jeu, les freins arrière comme on disait, HS. Mais bon, je vais vous laisser profiter un peu de ce court trajet. Ça vous permettra d'entendre par vous-même ce qui va pas. Je vais absolument pas pousser la voiture pour l'instant, je ne sais absolument pas ce que ça donne. Mais on est bien dedans en tout cas, jusqu'à maintenant, j'apprécie. Je suis surpris que la boîte réagisse aussi bien, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est surtout en conduite plus cool que ça se ressent, j'ai remarqué. Voilà, vous voyez, ça donne des à-coups, elle a pas pu passer la vitesse. Voilà, c'est passé cette fois. Je me demande si finalement, si je me bloquais pas manuellement les vitesses, là, je reste en seconde. Je dépasse largement la vitesse à laquelle elle devrait passer, la 3. Peut-être que ça pourrait marcher. On va voir. J'apprécie beaucoup la sonorité de ce V8 en tout cas. Bon, l'échappement n'est pas tout à fait d'origine, mais contrairement à celui de la CLK, je suis prêt à le laisser en état parce que je trouve que c'est un super compromis. C'est pas très bruyant, mais c'est plutôt très agréable. C'est vraiment ce qu'il faut. Challenge en premier, ça va être de réussir à lire l'OBD. Il semblerait que ça pose problème. Mais de l'autre côté, j'ai trouvé
Un faisceau n'appartenant clairement pas à celui d'origine, là à mes pieds, pas loin de l'OBD justement. On verra ce que c'est et si ça a un quelconque rapport avec le dit fonctionnement. Comme tout s'est bien passé et que je suis bien arrivé sans avoir de problème, bon, en même temps il y avait que quoi, 25-30 km, j'aurais un service à vous demander. Je sais que vous êtes nombreux à regarder la chaîne régulièrement et à ne pas être abonné. Donc, le grand service que vous me rendriez, ce serait de le faire maintenant. Merci. Première urgence, après l'avoir ramené avec mes autres patientes, remplacer les disques et plaquettes arrière avant de faire des étincelles. Sur cette voiture, on retrouve une petite particularité pas franchement commune. Le frein à main, mal nommé, est à commande électrique et agit sur un étrier uniquement dédié à cette tâche. Pour le freinage de service, on a à l'avant et à l'arrière des étriers 4 pistons. Ça rigole pas. Comme je vais remplacer les disques, je suis obligé de déposer les étriers. Quoique en y réfléchissant bien, non. L'étrier arrière peut rester en place avec juste une dépose de sa mâchoire extérieure. Il faudra de toute façon remplacer également ces plaquettes qui sont aussi presque à la ferraille. Les plaquettes possèdent un système de retenue que j'apprécie bien, avec des axes passant à travers. Dans ce cas de figure, il est possible de les remplacer en 2-3 minutes une fois la roue retirée. Confortable.
Ouais, vous aviez sûrement remarqué que j'avais oublié quelque chose là. Pour finir, je vais en profiter pour remplacer la majeure partie du liquide de frein qui semble assez ancien. Bien m'en a pris puisque j'ai même pu retirer quelques particules qui n'ont rien à faire là. Pour réaliser la purge seule et sans outil spécifique, j'utilise un bouchon de réservoir de liquide de frein percé dans lequel j'ai rentré une valve de roue. J'y branche mon gonfleur connecté à un compresseur. Grâce à ça, je peux pousser le liquide versé dans le réservoir jusqu'à faire sortir l'air aux quatre coins du circuit de freinage. Évidemment, il faut régulièrement rajouter du liquide. Après ça, avant de ranger les outils, il vaut mieux tester la sensation à la pédale moteur en route. S'il reste de l'air dans le circuit, ce sera plus flagrant. Ah, et il faut recalibrer le frein de stationnement, on le voit ici en action. Un petit tour d'une dizaine de kilomètres permet de roder notre système de freinage tout neuf. C'est plaisant de ne plus entendre le métal des plaquettes frotter contre les disques. Voilà, après cette petite entrée en matière sur la reprise de l'entretien de cette Jaguar, je vous propose que la prochaine fois on entre dans le vif du sujet des réparations, histoire de pouvoir plus tard enfin en profiter à fond. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!